Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous. Donc, Charles Milliard, PDG de la FCCQ. Je veux d'emblée remercier mon collègue Carl. Là, merci pour la présentation. Puis, je profite de l'occasion pour dire, ceux qui connaissent un peu le milieu entrepreneurial et patronal, que d'avoir des bonnes relations entre les organisations patronales, c'est très important. C'est pas les enjeux qui manquent. La pénurie de main-d'œuvre, la transition énergétique, on va en parler. Alors, on me souffle à l'oreille que les relations n'ont pas toujours été aussi cordiales. Alors, je veux te saluer puis je te remercie de ton amitié et de la collaboration. Aujourd'hui, on est ensemble, donc on est à mi-parcours pratiquement de la conférence de Montréal, une conférence qui traite évidemment sur une économie plus verte et plus juste. Alors, à mon sens, c'est difficile de parler de ce sujet-là sans recevoir notre invité aujourd'hui. On a eu l'occasion d'entendre son parcours professionnel, mais je pense que le principal point de M. Lachance, c'est que vous dirigez un des joyaux corporatifs, je pense, du Québec. Je le pensais avant vous, je le pense avec vous aussi. Je pense que c'est une entreprise très intéressante, très importante dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement durable, mais évidemment aussi dans le domaine de l'exportation, parce que c'est pas juste une aventure québécoise, évidemment, énergie. Alors, on se voit aujourd'hui, vous le savez, dans un contexte particulier. Premièrement, la transition énergétique mondiale, c'est pas un sujet qui est typiquement québécois, évidemment. Le positionnement des grands joueurs, donc on voit que l'ensemble des grands joueurs dans le milieu de l'énergie se repositionnent en matière de gestion des opportunités, mais aussi des risques que ça peut représenter, et la multiplication des sources d'énergie. Dieu merci, de plus en plus verte aussi. Alors, je sais qu'Énergir joue un rôle important là-dedans aussi. Alors, au cours ma foi, 17-18 prochaines minutes, on va essayer d'aller au cœur un peu de l'organisation Énergir pour les gens à l'international, entre autres, peut-être qui ne connaissent pas Énergir, mais aussi essayer de comprendre quel rôle vous jouez dans justement une économie plus verte à l'échelle nationale et internationale. Alors, Éric Lachance, président, chef de la direction d'Énergir, merci d'être avec nous. Donc, pour la compréhension des gens qui sont avec nous, peut-être nous présenter brièvement Énergir et nous dire dans quel contexte vous évoluez particulièrement au Québec. D'accord, avec plaisir. D'abord, merci Carl, merci Charles pour cette introduction. Donc, Énergir, pour ceux qui nous connaissent pas, on est d'abord et avant tout un distributeur d'énergie. En fait, au Québec, Énergir va distribuer 97% du gaz naturel qui est consommé, alors qu'aux États-Unis, nos principales activités sont au Vermont, où on est l'actionnaire de Green Mountain Power, qui est le principal distributeur électrique au Vermont, avec environ 2/3 du marché qui est couvert, ainsi que Vermont Gas, qui est le distributeur gazier unique. À travers tout ça aussi, on est présent dans d'autres énergies, donc on fait de la production d'énergie éolienne seule ou en partenariat. On va faire de la production solaire. On va aussi à Montréal, chose qui est moins connue, on est propriétaire de Énergir Chauffage Urbain, qui est responsable du chauffage du tiers de la ville de Montréal. Donc, très content de pouvoir vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait. Et pour ceux, encore une fois, qui nous connaissent un peu moins avant de plonger dans le cœur du sujet, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'évidemment, autant le Québec que le Vermont sont des endroits que je jugerais assez avant-gardistes, assez proactifs sur tout ce qui touche les changements climatiques. Il y a des ambitions vertes qui sont assez importantes. Donc, on se doit d'opérer dans ce contexte-là. Et fait particulier. C'est la volonté politique qui veut ça, j'imagine? C'est une combinaison de volonté politique, mais c'est aussi la population qui essentiellement le demande également. Et autre fait particulier que vous connaissez bien, là, les gens du Québec, c'est que dans le cadre du Québec, on fait déjà face à une électricité qui est 99% décarbonée. Donc, c'est une excellente nouvelle, mais quand on est dans le gaz naturel, ça veut aussi dire que ça amène des défis en termes de transition par rapport à d'autres endroits où il reste encore à décarboner là, le système électrique. Et au niveau, donc, mais avez-vous l'impression que les gens connaissent la multiplicité des activités finalement d'énergie? Parce que vous parlez beaucoup du gaz naturel, mais en même temps, il y a vraiment une diversification importante qui se passe. Alors, est-ce que le message est bien compris par la communauté d'affaires selon vous? Écoutez, je vous dirais qu'on a un modèle qui est très décentralisé. Donc, à la fin, c'est certain que comme on a une approche qui est plus locale, on va souvent moins parler de qu'est-ce qu'on fait ailleurs. Donc, en ce sens-là, c'est vrai que quand je regarde au niveau du Québec, les gens vont beaucoup nous voir dans le gaz naturel.
mais ils oublient finalement qu'on est 50% électricité de nos jours, 50% gaz. On a des partenariats, entre autres avec Boralex au Québec, sur la production éolienne, comme je le disais. Aux États-Unis, on est aussi propriétaire d'une entreprise qui investit et qui développe des projets solaires dans certains marchés. Mais c'est quelque chose qui a commencé il y a tout près de plus de 10 ans, en fait. Là. Donc, c'est pas moi qui a amené le virage, quoi que ce soit. C'est des morceaux qui se sont placés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très, très bien positionné face justement au virage que représente la décarbonation de l'économie, parce que ces graines-là ont été semées. Là. Parlons-en donc de la décarbonation de l'économie. Je pense que c'est une des 3 grandes tendances qu'on observe dans le secteur de l'énergie. J'aimerais peut-être vous entendre sur les enjeux et opportunités. Là. Oui, bien absolument. Quand on regarde, dans le fond, la toile de fond au niveau de l'énergie, nous, on la regarde vraiment selon 3 axes. On la regarde d'abord sur l'axe de la décarbonation. Il faut se rappeler que mondialement, environ 75% de l'énergie qui est responsable, dans le fond, des gaz à effet de serre, c'est-à-dire 75% des gaz à effet de serre proviennent de l'énergie fossile. Donc, encore une fois, ça va amener un niveau d'évolution sur la façon de produire l'énergie, mais aussi sur la façon qu'on va devoir la distribuer. On a 2 autres tendances, puis je vais après développer un petit peu plus sur la décarbonation, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais on regarde aussi beaucoup la décentralisation de la production de l'énergie. Donc, on le voit, les consommateurs peuvent de plus en plus avoir accès à des propres outils de production, comme les panneaux solaires, ça peut être des batteries comme on en installe au Vermont. Mais même au niveau du gaz, quand on regarde des technologies comme le gaz naturel vert ou encore l'hydrogène dans le futur, c'est des sites de production qui vont être plus proches des centres de consommation que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, encore une fois, beaucoup de réflexions sur la construction de nos réseaux. Puis la 3e grande tendance... Mais cette proximité-là, justement, elle est importante au niveau écologique, justement, mais j'imagine qu'économiquement, c'est un modèle qui tient la route aussi. C'est pas seulement politique comme mouvement. Je pense que ça s'inscrit dans une grande tendance de fond, là, comme on le dit, où il y a une volonté d'avoir un plus grand contrôle de son énergie. Donc, en ce sens-là, de pouvoir avoir des sites de production d'énergie plus proches, ça s'inscrit là-dessus. Je dirais même une étape plus loin, dans le cadre du gaz naturel renouvelable, on peut même parler d'économie circulaire, parce que pour ceux qui sont moins familiers, du gaz naturel renouvelable, c'est quoi en fait? C'est qu'on va aller capturer ce qui serait autrement des émissions qui sont issues de l'agriculture, de l'enfouissement de déchets, voire de biomasse, donc de résidus organiques. On va les capturer, on va les transformer dans le fond en gaz naturel qu'on peut mettre sur notre réseau. Donc, on fait essentiellement un recyclage du carbone. Et dans certains cas, même comme c'est le cas des projets plus agricoles, on obtient même de l'engrais qu'on peut réutiliser là, au niveau du processus agricole. Donc, c'est un bel exemple de circularité. Les opportunités d'économie circulaire, c'est un autre sujet, mais sont légion au Québec parce qu'il y a vraiment une sous-maximisation, je dirais, de l'utilisation des ressources, au Québec et ailleurs aussi. Mais je suis content de voir que ça fait partie des éléments que surveille l'énergie. Il y a une dernière tendance, vous vouliez... Oui, la dernière, c'est celle de la numérisation de la technologie, dans le fond, qui est omniprésente. Dans notre cas, on la voit pas juste au niveau de l'incorporer, encore une fois, dans nos activités, mais ce qui est en train de changer dans le monde de l'énergie, c'est que grâce aux technologies, on va pouvoir impliquer le consommateur également dans la gestion du réseau. On peut penser, par exemple, à des initiatives pour gérer la consommation en heure de pointe, là où l'énergie est plus dispendieuse. Donc maintenant, avec plus de la domotique, avec d'autres outils technologiques, on peut même voir un consommateur qui fait sa part afin de mieux gérer le profil de consommation, puis à l'avantage de la société, là. Puis ça, est-ce que c'est un phénomène qu'on voit particulièrement comme en Amérique ou c'est mondial aussi? C'est un phénomène qui est mondial. Aujourd'hui, on le voit plus au niveau de l'électricité, par contre. Mais ceci étant dit, c'est naissant, puis on s'attend à ce que ça va vraiment aider à transformer. Mais quand on prend ces 3, dans le fond, tendances-là qu'on regarde, qu'on les met ensemble, pour nous, c'est clair que le système énergétique, dans le fond, va complètement se transformer au cours des prochaines années. Et donc, on a un rôle à jouer là-dedans. Et un des rôles particuliers qu'on a à faire, et c'est en lien, dans le fond, avec le thème de la conférence, c'est vraiment de s'assurer que ça va être fait de façon juste par rapport aussi à la population et qui va amener, dans le fond, une équité à travers les différents clients. Dit autrement, on voudrait pas que ce sont seulement ceux qui ont les moyens de faire ce pas-là
qui vont pouvoir faire la transition, puis que essentiellement ceux qui n'en ont pas les moyens vont se retrouver avec la facture par rapport. Donc, si je prends l'exemple d'une des initiatives que Carl mentionnait au Québec, dans le fond, la biénergie, c'est un excellent exemple pour nous d'essayer de faire cette transition-là de façon juste et équitable. En fait, la biénergie, c'est quoi pour ceux qui sont moins familiers? C'est de venir ajouter, dans le fond, un système électrique de chauffage à un système au gaz qui existe déjà. Donc, on va offrir un équipement au client de façon à ce que environ 70% de la consommation du client passe à l'électricité, alors qu'auparavant, elle était à 100% au gaz. Pour tout ça, que ça marche, évidemment, ce qu'il faut, c'est de reconnaître la valeur de l'énergie ou du réseau qui est amené par Énergir, mais aussi les coûts qui auraient été autrement induits pour Hydro-Québec. Quand on fait cette bonne répartition-là des coûts et de la valeur, en fait, on se retrouve avec une solution où le consommateur va pouvoir faire un avancée marquée sur la réduction de ses gaz à effet de serre. On se retrouve avec des tarifs qui augmenteront de façon très modérée, autant du côté électrique que du côté gazier. Et sociétalement parlant, on vient d'économiser ce qu'on estime être 1,5 milliard de dollars par année à l'horizon 2030. Donc, c'est par vraiment la collaboration, la combinaison de différents acteurs qui travaillent ensemble qu'en notre sens, on va y arriver. Puis ça s'inscrit parfaitement là, avec qui Énergir là, dans notre philosophie, notre façon de travailler. Et pour plusieurs personnes qui sont peut-être à l'extérieur du Canada, d'avoir une collaboration avec une société d'État comme Hydro-Québec, ça peut paraître peut-être difficile à réaliser. Est-ce que vous croyez que c'est un modèle que vous-même, vous pourriez exporter peut-être dans d'autres marchés ou c'est quelque chose d'assez unique au Québec? Puis justement, la carte Québec est importante là, dans ce projet-là. Je crois que est-ce que la recette biénergie va être la même dans chaque géographie? Pas nécessairement. Une raison pour laquelle la biénergie fait du sens, c'est parce qu'on a des hivers qui sont très froids et que ça demande donc énormément d'efforts au réseau électrique en période de pointe. Par contre, c'est clair pour nous que à mesure qu'on veut s'attaquer à la décarbonation du système énergétique, comme je le disais, les défis sont tellement colossaux que si on veut y arriver de façon efficace, le modèle de collaboration entre un joueur électrique, entre un joueur gazier, celui-là, il est voué à se répliquer si on veut arriver à une solution qui va être abordable pour les clients. Donc, digitalisation, délocalisation, décarbonation, donc ce sont les principales tendances qu'on observe de votre côté. Clairement, encore une fois, un exemple de ces tendances-là, comment qu'on les intègre en termes d'opportunités. Si je prends par exemple la filiale Green Mountain Power dont je vous parlais au Vermont, eux aussi ont travaillé très longtemps à la décarbonation. En fait, ils visent 2025 pour être 100% décarbonés au niveau de leur électricité, ce qui est quand même en avant de la parade là, par rapport à ce qu'on voit ailleurs aux États-Unis. Mais au niveau de décentralisation puis au niveau d'adaptation des technologies, ils ont été parmi les premiers à tester les fameux Tesla Powerwall, là, qui sont des batteries qu'un consommateur peut avoir chez eux. Mais plutôt que de prendre un modèle classique où ils auraient dit simplement au client, installez-le, puis il y aura une formule de compensation, mais that's it. Ils ont regardé vraiment dire, comment est-ce que ça peut être une opportunité aussi comme distributeur électrique pour aller chercher encore plus de valeur dans ces batteries-là. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux clients, écoutez, on va vous faire une meilleure offre si vous acceptez de nous donner également accès à votre batterie. Et de cette façon-là, quand il y aura des épisodes, par exemple, de prix très élevés sur le marché de l'énergie, on sera en mesure d'utiliser vos batteries plutôt que d'acheter au gros prix. Puis on va pouvoir les recharger quand l'électricité va être moins chère. C'est un des exemples. Ou encore, de contribuer à des services pour augmenter la résilience du système électrique. Qui sont des choses que, comme consommateur, individuellement, il aurait été impossible d'aller chercher cette valeur-là. Donc, plutôt que de se battre face à, dans le fond, le disruption que ces technologies-là amenaient, ils ont plutôt décidé de l'embrasser puis de se dire, comment je peux me poser comme un facilitateur, toujours dans un but de dire, ceci faisant, ça va aider l'ensemble de mes clients et pas juste ceux qui ont les moyens de s'installer une batterie à 6 000 $, par exemple. Qui n'est pas donné à tout le monde. Qui n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle d'avenir, mais avant ça, je voudrais vous amener sur la question de la pandémie. Donc, est-ce que la pandémie a
a bouleversé les activités d'énergie ou au contraire, ça devient peut-être une occasion d'accélérer justement cette transition-là et que finalement, économiquement, c'est intéressant pour Énergir peut-être? Ben, tu sais, bouleversé comme tout le monde, ça a changé énormément de façon de faire. En ce sens-là, évidemment, la priorité tout le long de la pandémie, ça a été de s'assurer de la sécurité des employés, mais aussi des clients. Il faut se rappeler qu'au niveau de l'énergie, on est un service essentiel et donc de s'assurer qu'en tout temps l'énergie pouvait être disponible est devenu encore plus important qu'il pouvait l'être auparavant. C'est clair que pour nous, on le voit comme un accélérateur. On l'a vu avec le télétravail, ça a été un élément qui est très mobilisant. Donc, on va vouloir capitaliser, là, c'est clair, sur la COVID. On touche du bois par rapport, si on regarde la situation du Québec aussi, les gouvernements sont bien intervenus dans l'économie. Somme toute, ce qu'on peut voir au niveau de nos clients, c'est que il y a eu une certaine résilience. C'est sûr qu'il y en a certains qui ont plus souffert que d'autres. Là, ça, c'était inévitable. Mais tu sais, au global, on est sur des bonnes bases pour faire le changement. Puis, comme ça a été dit là, au cours de d'autres conférences, je pense que la pandémie nous a démontré que si on est motivé à faire du changement, ben, on est capable. Puis donc, pour s'attaquer au changement climatique comme il faut le faire, on a un beau succès là derrière nous. Malgré, sans vouloir entrer dans les détails, là, mais malgré la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça vous affecte particulièrement dans une entreprise de tellement de milliers d'employés chez Énergir? Ouais, ben en fait, on la sent, c'est sûr et certain. On a constaté quand même un petit peu plus de roulement. Donc, je pense des fois quand je parle avec des collègues que la pandémie a peut-être amené un peu d'introspection qui fait que certains qui ont re-questionné leur cheminement de carrière, c'est qu'on voit que... C'est partout pareil, ça, je vous rassure. Non, mais c'est ça. Mais c'est qu'on voit que c'est pas qu'ils nous aiment plus, mais c'est juste qu'ils ont décidé de se lancer en affaires ou de faire d'autres choses. En termes de recrutement, c'est certain que dans certains secteurs plus particuliers, sans parler de vivre une pénurie, on voit que c'est plus long de recruter. Donc, puis le talent, ben tout le monde se l'arrache. C'est qu'il faut être vite, ça POC. Puis c'est pour ça que comme organisation, il faut qu'on ait vraiment, je dirais, un sens qui est positif là, pour aller chercher les gens. Parce qu'on est quand même, je pense, on a un plan d'affaires qui est super intéressant, on a une vision qui est hyper intéressante, mais ça va être encore plus important que ça ne l'a jamais été là, si on veut aller chercher le talent qu'on veut. Je veux revenir sur la question, sur la thématique, en fait, de la conférence, qui est vers une économie plus verte et plus juste. Est-ce que vous pensez, vous avez parlé tantôt du haut pourcentage de l'énergie au Québec qui est décarbonée. Pensez-vous que le Québec a tous les ingrédients pour être un chef de file dans la transition énergétique plus verte et plus juste sur la scène mondiale? Ben, moi, honnêtement. Honnêtement, je crois que c'est une super belle carte à jouer. Comme je vous dis, déjà le fait que ceux qui peuvent n'utiliser que de l'électricité sont capables d'arriver déjà avec une offre décarbonée, c'est quand même très différenciateur. Nous, on le voit même, puis avec le GNR, c'est une des solutions qu'on amène, mais on voit déjà qu'on a des clients qui aujourd'hui sont peut-être plus, je dirais, dans le côté plus brand, mais qui recherchent à être capable d'afficher une carboneutralité. Donc, c'est le fait d'être capable déjà au niveau gazier d'offrir de ces solutions-là aussi, combinées avec l'électricité. C'est une superbe belle carte de visite à utiliser. Et dans les opportunités qui sont par les trois tendances que je vous parlais, on a beaucoup de talents au Québec aussi qui peuvent accompagner ça. Donc, encore une fois, puis on parle de décarbonation, on parle d'hydrogène ou encore une fois, c'est un des axes potentiels où autant le Québec que le Canada pourraient avoir un rôle assez important à jouer. Donc, je vois beaucoup d'opportunités là, pour le Québec avec notre position de départ. Donc, on a la matière première, on a le talent, on doit avoir aussi du support, j'imagine, gouvernemental, des bons programmes qui permettent de favoriser l'innovation aussi. Et oui. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a eu, le gouvernement a été très présent dans la dernière année, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est maximisé, selon vous? Écoute, est-ce que c'est maximisé? Ça, c'est une question qu'on dira jamais que c'est maximisé, mais bonne réponse. Ceci étant dit, ouais, c'est bien de le souligner. Puis je pense que, encore une fois, quand on parle, nous, avec des gros clients, par exemple des industriels, ils ont une réalité qui est mondiale, premièrement. Il faut être conscient aussi que ils se battent pas juste par rapport à décarboner ce qu'ils ont au Québec, mais ils doivent se décarboner à travers le monde puis le faire là où ça va être le plus avantageux. Dans certains cas, ça veut dire qu'ils vont devoir repenser leur façon de produire parce que c'est pas dit nécessairement que c'est juste de changer d'énergie. Donc, il y a clairement, et je crois que c'est là qu'il faut qu'on investisse encore plus,
un besoin de concertation vraiment entre des joueurs clés qui sont les compagnies d'énergie, les grandes industries, les gouvernements, pour qu'on ait une feuille de route sur comment on va le faire, parce que ça va prendre de la collaboration. Il faut qu'on sorte de la pensée où on est simplement juste des compétiteurs, et là, de vraiment se dire comment on peut créer des chaînes de valeur pour que ça se développe. Je donne l'exemple de l'hydrogène, qui en est un que je connais un peu plus, parce qu'évidemment, c'est une des avenues de décarbonation pour le gaz naturel. Ça va se développer autrement. Ça va se développer auprès de grands émetteurs. Donc, ça se fera pas nécessairement immédiatement où ça serait le meilleur endroit sur notre réseau. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse avec eux comment on peut les accompagner là-dedans. Si on veut faire de l'hydrogène vert, ça prend de l'électricité. Ça prend de l'électricité abordable. Donc, Hydro-Québec va être un incontournable en termes de se dire, écoutez, où est-ce que ça fait du sens? Donc, puis c'est risqué de le faire aujourd'hui parce que si on le fait avant d'autres, ben c'est quand même une énergie plus chère. D'où l'importance que le gouvernement soit aussi on board. Donc, comment on s'assure que tous les acteurs se parlent? C'est un exemple où clairement on gagne à le faire. Là. Tout est interconnecté. Donc, il y a une impulsion qui vient du milieu privé, mais ça prend une volonté politique forte aussi pour réaliser, clairement. Vous serez d'accord avec moi, transition la plus vite et la plus verte possible. En terminant, le temps file, mais une des forces des grandes organisations, c'est la capacité de se projeter dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à Énergir pour les 10 prochaines années, disons, toutes choses étant égales par ailleurs? Toutes choses étant égales par ailleurs, je dirais d'ici 10 ans, quand je regarde au niveau du Québec, là où c'est le gaz naturel, bien évidemment, avec l'effort de décarbonation, dans notre cas, on a une vision qui est bien lancée au niveau du bâtiment avec nos initiatives comme l'efficacité énergétique, le gaz naturel renouvelable ou encore la binergie dont je vous parlais. Donc, clairement, ici, on va avoir fait notre quote-part en termes de réduction des gaz à effet de serre au Québec au niveau du bâtiment. Comme je le disais, il y a des technologies qui sont moins matures, qui vont s'adresser plus à l'industrie. Donc, on parle d'hydrogène, qu'on peut parler de capture de carbone. Donc, pour nous, c'est vraiment d'avoir complété le travail, d'avoir fait les investissements qui sont requis pour que quand, vers 2030, comme on le pense, ces initiatives-là vont s'accélérer, qu'on va être bien positionné pour les saisir. À travers tout ça, il y a des opportunités à travers les défis dont je vous parlais de dire, on a beaucoup de clients qui doivent se creuser la tête sur comment décarboner. Donc, on veut pas juste jouer de défensif, mais on veut voir comment on peut les accompagner là-dedans à travers des nouveaux services. Donc, d'avoir réussi à accompagner nos clients va être un élément là, clairement important. Puis quand je regarde du côté américain, où là, on est plus dans l'électricité, bon, la décarbonation, comme je vous disais, 2025, ça devrait être fait. Alors, pour nous, ça va être vraiment tirer avantage des technologies qui vont être disponibles, mais surtout de s'assurer de maintenir des tarifs qui vont être très compétitifs, qui est un des enjeux, la transition. Oui, c'est vrai qu'il y a des énergies renouvelables qui coûtent moins cher, mais il en demeure pas moins que ça met énormément de pression à la hausse sur les coûts de l'énergie. Donc, de s'assurer de le faire d'une façon juste et raisonnable. Puis, avec un petit coup de baguette magique, on aimerait bien faire une ou deux acquisitions importantes là, qui feraient que ça aiderait à continuer de grandir comme on l'a fait par le passé aussi. Là. Il n'y a pas de magie en affaires, apparemment, par contre. Non, il travaille, mais il y a quand même un peu de chance à travers tout ça aussi, parce qu'on n'est pas tout seul à vouloir des bonnes compagnies. Là. Ouais. Mais c'est intéressant que vous projetiez sur 2030, ça peut paraître loin 2030, mais ceux qui pensent que c'est loin 2030, vous avez vu ce week-end que ça fait 20 ans les attentats du 11 septembre, mais qui pensait que ça fait déjà 20 ans, alors le temps passe très vite. Donc, penser à 2030, c'est penser à demain. Clairement. Éric Lachance, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci pour votre implication aussi à la conférence et au développement économique du Québec. Alors, ça met fin à la présentation et on poursuit la programmation dans quelques instants. Merci. Merci beaucoup.